Bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Veuillez dès à présent suivre le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，Hello， Hello， Guten Tag， Guten Tag， Bonjour， Bonjour， Здравствуйте， Hola， Hola， Konnichiwa， Konnichiwa， Xin chào， Xin chào， Sawadika， Apa kabar， Bonjour, vous êtes donc sur le courrier des auditeurs animé cette semaine par Florian Day Elisa Dufaux. et nous commençons donc comme d'habitude par vous rappeler les concours. Alors, quel est le concours trimestriel ? Décidément. Alors, le concours trimestriel, donc pour les mois d'avril, mai et juin. La question est la suivante. Quelle est la prochaine ville en Europe qui sera desservie par une liaison aérienne commerciale directe ? Voilà, donc il faut nous écrire comme d'habitude par mail, Et par que- courrier. Et qu'est-ce qu'on gagne alors si on a une bonne réponse et qu'on Alors. est tiré au sort ? Il y a 3 cahiers ou calepins fabriqués en matériaux naturels, décorés de lieux ou d'animaux symboliques de Taïwan, avec notamment un ours noir formosan ou alors les célèbres villes ou villages de Shefun et Jiufen dans le nord de Taïwan. Donc voilà, c'est des jolis petits cadeaux à avoir et on vous encourage donc à nous écrire pour peut-être remporter un de ces cahiers ou un de ces calepins. Voilà, Il y a aussi le concours mensuel du mois de au mai. mois de mai. Et vous avez encore 2 semaines donc pour nous écrire pour celui-là. Oui, et Et- donc on vous demande de nommer 3 sociétés américaines de la grande délégation de 25 entreprises d'armement annoncée à Taïwan au début du mois de mai. Et on peut remporter aussi un cadeau, n'est-ce pas ? Voilà, donc il y a 3 porte-clés en cuir Oui. au motif de vœux de bonheur qui seront tirés au sort pour les personnes qui répondent, qui donnent au moins 3 noms de sociétés parmi celles qui sont venues à Taïwan. D'accord. Ok. Ben voilà, écrivez-nous. Et je vous invite aussi à nous écrire pour une activité spéciale de la radio que RTI organise à l'occasion du 95e anniversaire donc de Radio Taïwan International. La radio organise donc cette activité spéciale de collecte des cartes postales des auditeurs et des lecteurs du monde entier. Donc le but c'est de regrouper un maximum de vœux pour la paix dans le monde, pour faire écho donc au thème de la journée mondiale de la radio de cette année. Donc c'est une activité qui s'appelle Dear RTI, avec mon super accent anglais. Et donc à cette occasion, on exposera les cartes qu'on aura reçues, donc sans doute sur notre Facebook, peut-être sur notre site. Et bien sûr, on les lira à l'antenne. Enfin, on lira une sélection, bien sûr, parce que ce sera peut-être pas possible de les lire toutes à l'antenne. Mais en tout cas, on les lira toutes. Et puis on vous répondra également avec une carte postale d'édition limitée pour les 95 ans de la radio. Donc n'oubliez pas de mentionner votre nom et adresse postale également pour qu'on puisse vous répondre. Et pour que vous puissiez les recevoir. Et vous pourrez aussi participer en nous envoyant donc une carte postale pour l'anniversaire, à un tirage au sort qui sera organisé et vous pourrez peut-être gagner un souvenir inédit. Donc voilà, vous pouvez participer jusqu'au 18 juin. Donc vous avez encore un mois. Ça Voilà. veut dire plus beaucoup de temps, le temps que les cartes postales arrivent, parce que selon les pays d'envoi, c'est assez aléatoire la durée. Non, mais Et le ça peut 18 prendre- juin, c'est pour l'envoi des cartes. Donc il suffit que vous y allez avant le 18 juin, minuit, heure taïwanaise, et que vous ayez le tampon de la poste de votre pays, et ça sera quand même compté. Donc on attendra sans D'accord. doute 1, voire même 2 mois Ah oui, effectivement, parce après que l'anniversaire, l'envoi. c'est bientôt. Oui, voilà. Donc, vous pouvez nous envoyer votre carte postale à l'adresse suivante, p.o.box 123-199, Taipei 111, Taïwan, entre parenthèses, ROC pour Republic of China. Et voilà, on va recevoir vos cartes petit à petit. On en a déjà reçu quelques-unes en format numérique, notamment une de Paul Jamet qui nous écrit, membre du Radio Club du Perche, qui nous a envoyé une petite version électronique composée de 2 photos
prise dans la ville où il habite, et en attendant justement la version postale qu'on va recevoir. Et d'ailleurs, en parlant du Radio Club du Perche, on a reçu une triste nouvelle d'un fidèle auditeur qui est décédé, Maurice Étriard, qui a assuré l'intérim de la présidence du Radio DX Club d'Auvergne. Voilà, c'était un adhérent de longue date et apparemment grand écouteur donc des radios francophones en ondes courtes. Voilà, moi j'ai pas interagi avec lui, je suis arrivée trop tard je pense à la radio. Moi aussi. Mais voilà, il a beaucoup travaillé aux côtés de Jean Piron qui était fondateur du club. Donc voilà, on a une pensée pour sa famille et ses amis du club de Radio DX. Voilà, toutes nos condoléances pour ses proches. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire aussi Peut-être saluer les personnes qui nous ont écrites cette semaine. Oui, on a reçu plusieurs courriers, notamment de Daniel Villon, de Juan Franco Crespo, de Daphné Arans, de Paul Jamet, de Jacques Augustin et de Philippe Marsan. Et peut-être d'autres encore dans la semaine, parce qu'on enregistre ce courrier un petit peu en avance cette semaine. Oui. Donc voilà, si votre nom n'est pas nommé et que vous avez écrit très récemment, c'est pas qu'on vous a oublié, c'est qu'on est en avance. Voilà. Et voilà pour les annonces. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, voilà, on a fait le tour. Donc on va répondre à vos questions. Oui, alors on a même 2 questions de Jacques Augustin cette semaine, et on voulait pas les faire toutes en même temps, mais on s'est rendu compte que c'était mieux comme ça, parce que ça parle de fruits. Voilà, parce que et tout le monde aime les fruits. On a beaucoup de questions sur les fruits et différentes sortes de fruits d'ailleurs. Je suis fatiguée. Il y a les fruits de terre et puis les fruits de mer. Oui, alors, quelle est la question ? Alors, celle de Jacques Augustin, c'était par rapport à l'agriculture. Donc, il rebondissait d'abord sur la coopération entre Taïwan et l'Amérique latine dans de nombreux domaines, dont celui de la santé, et la production de fruits issus d'un arbre d'origine brésilienne qui a retenu son attention. Et donc il se demandait si dans l'agriculture, les fruits produits à Taïwan sont également destinés à l'exportation ou bien s'ils sont plutôt consommés par les Taïwanais. Est-ce que tu as une idée du coup si la plupart des fruits sont consommés localement, Lisa, ou bien s'ils sont... Oui, je pense qu'ils sont consommés majoritairement à Taïwan et que c'est seulement les surplus en fait qui sont exportés. Alors, bonne réponse. Et est-ce que tu aurais une idée du pourcentage de fruits exportés ? J'imagine que ça dépend des fruits. Oui, bien sûr. Il y a des fruits qui sont presque pas exportés, sans doute. Oui. Donc, pour quels fruits, par exemple ? Globalement, la production des fruits... peut-être 20%. C'est moins de 2%. Ah ouais, donc... Ouais. Alors, il y a certains fruits pour lesquels c'est effectivement 20% peut-être... Peut-être pour les ananas, je me dis. Les ananas sont les premiers fruits exportés, effectivement. Ouais. Bonne réponse. Les mangues, peut-être ? Les mangues aussi. Et puis la pomme cannelle, Guatemala notamment, ce sont les 3 fruits les plus exportés. Suivi du jamalak et les plus délicieux. Et les pomelos. Effectivement, c'est absolument subjectif, mais... Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à Taïwan, il y a plusieurs catégories de fruits. Il y a des fruits de climat tempéré, de climat subtropical et de climat tropical, selon s'ils sont... cultivés dans la montagne ou bien dans les plaines. Dans les montagnes, on peut penser notamment aux raisins ou à des pêches, les pêches d'Alishan, des poires, ou bien, c'est ça, après la mangue, la papaye, la banane aussi qui est cultivée dans le sud de Taïwan. Donc il y a quand même un assez large panel de fruits qui sont cultivés à Taïwan et la très grande majorité est consommée localement. Alors, donc, les Taïwanais sont des gros mangeurs de fruits. C'est ça. Et je me souviens que la production de pommes cannelle, c'est 98%, je crois, à Taidong, dans le comté de Taidong. C'est effectivement très localisé géographiquement. Pour beaucoup de fruits, c'est dans un comté ou bien une région assez précise de Taïwan, mais pas dans tout le pays. Les mangues, ça va être très célèbre à Tainan, par exemple. Tainan et Pindong aussi. Et donc, les fruits sont principalement exportés vers les États-Unis, le Japon et l'Asie du Sud-Est, en fait. Avant, ils étaient beaucoup plus exportés vers la Chine,
Mais avec Depuis qu'il y a toutes ces interdictions... Voilà, il y a beaucoup de restrictions maintenant par rapport aux importations depuis la Chine de produits d'origine taïwanaise. Donc les pays de destination varient. Par contre, il faut savoir qu'au niveau des produits agricoles en général, Taïwan est un des 10 plus grands importateurs au monde. Donc c'est pas un si grand exportateur de produits agricoles. Mais après, c'est vrai qu'il y a peu de terrains cultivés et cultivables. Oui. Et à part du riz, il n'y a pas grand-chose non plus comme production locale de légumes ou de produits agricoles. Comme les patates douces. Il y a beaucoup de légumes verts, de légumes à feuilles. Ouais. Mais globalement, ça reste quand même assez limité. Donc la plupart des produits, ou beaucoup de produits agricoles sont importés en tout cas. Donc voilà pour les fruits de terre. Parce qu'il y avait une autre question qui concernait les fruits de mer. Et les poissons aussi. Et les poissons. Donc, c'était une question d'une autre auditrice ? C'est ça. Donc, on remercie Jacques-Augustin pour cette question sur les fruits de terre. Et c'est Imen Bahari qui nous demande quels sont les poissons et les fruits de mer les plus pêchés et les plus consommés par les Taïwanais. Alors, au niveau du poisson, il y en a beaucoup, bien sûr. Mais je pense qu'un des poissons les plus consommés à Taïwan, c'est le poisson-lait, le shemu, avec 600 000 tonnes produites par an, dont 80% qui sont consommés localement. C'est vraiment le poisson un des plus populaires à Taïwan. Il se consomme soit à la poêle, ou alors dans du gruau, dans des boulettes. Il est élevé à Taïwan depuis plus de 3 siècles. Et dans les années 70, Taïwan a fait beaucoup d'investissements pour augmenter la productivité et la taille des élevages. Donc c'est pour ça que c'est aussi très développé et très consommé à Taïwan. Sinon, pour le poisson, il y a aussi le tilapia ou le ogoyu, qui est une sorte de poisson un peu rouge ou orangé, dont Taïwan est le premier exportateur mondial. Là aussi, il y a un élevage intensif avec 8600 hectares qui sont consacrés à l'élevage de ces poissons-là à Taïwan, parce que ça concerne plusieurs types de poissons. Il y a environ une dizaine de variétés hybrides qui ont été développées à Taïwan. Donc c'est aussi un poisson très populaire qui peut se manger en sashimi et dont l'élevage a commencé en 1946. Sinon, au niveau des poissons, il y a aussi la dorade, par exemple, avec 2000 tonnes consommées à Taïwan par an. Il y a aussi les anguilles, qui ont été apportées par les agriculteurs japonais dans les années 50. Et là, par contre, comme c'est un poisson qui est très populaire au Japon, il y a 90% de la production taïwanaise qui est exportée vers le Japon, où elle est consommée, par exemple, grillée. Par exemple, quand on va dans les restaurants japonais à Taïwan, souvent, il y a des anguilles grillées sur le riz. Donc, c'est consommé à Taïwan, mais plus au Japon. Et sinon, on va avoir aussi le mulet gris, qui est surtout élevé pour les œufs, ces gros œufs comme ça qui sont séchés, et ensuite qui peuvent être grillés, trempé dans du gaoléang, dans l'alcool de sorgho, et ensuite servi en fines tranches. Ça, c'est vraiment très, très apprécié à Taïwan et assez cher. Oui. La poutargue, en fait, c'est la poutargue, mais c'est quand même moins cher qu'en France. Voilà, donc pour les amateurs. Voilà. Sinon, pour les fruits de mer, il y a aussi les crevettes, avec là aussi beaucoup d'élevage intensif dans les bassins à eau stagnante dans le sud et le centre-ouest de Taïwan. Il y a les huîtres, bien sûr, qui sont élevées aussi dans les régions à forte marée, donc dans le sud et toutes sur la côte ouest en général. C'est vraiment, je dirais, c'est rare de les voir crus à Taïwan, très rare. Et sinon, il y a aussi les concombres de mer. On n'y pense pas souvent, mais on le voit souvent sur les tables des banquets, notamment pour les mariages. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on le voit pas souvent en général, ou peut-être dans des nouilles sautées, des trucs comme ça, mais c'est souvent dans les banquets. Je ne sais pas pourquoi. Et puis il y a aussi beaucoup de variétés d'algues qui sont également consommées à Taïwan. On en voit sur les marchés, dans les petits restaurants par exemple. Il y a vraiment un éventail assez vaste. Qui sont consommés en salade par exemple. Voilà, aussi. En parlant du poisson-lait, j'avais même vu qu'il y avait un musée qui était consacré au poisson-lait à Anping, et même un festival annuel du poisson-lait à Kaohsiung. Ah, toi qui étais à Kaohsiung, tu as raté le festival annuel du poisson-lait. Donc c'est à peu près le panorama de tous les poissons et les fruits de mer qui sont consommés et produits à Taïwan. Les principaux, parce qu'il y a vraiment... Enfin, Taïwan est une île et vraiment
un pays dont la majorité de la population sont des gens qui sont arrivés par la mer. Donc, il y a beaucoup de pêcheurs. C'est pas pour rien que la déesse Matsu est la déesse principale à Taïwan. Donc, c'est vraiment la pêche, la pêche, la pêche. Partout, le poisson est très important. Et même dans les régions qui sont pas côtières, dans le centre de Taïwan, il y a beaucoup de poissons de rivière. Oui, et en même temps, c'est vrai que les poissons de rivière, en général, sont moins appréciés. Parfois, à Taïwan, on dit qu'ils ont un petit goût de vase, ou en tout cas, c'est un peu plus fade. C'est moins iodé que les poissons d'océan. Donc voilà, pour clore sur la question d'Imen Bahari, qu'on remercie, sur la consommation et la pêche de poissons et fruits de mer. On a aussi une question de Jacques Augustin, encore, qui réagissait le 16 mai à une émission de Meg Wang, Retour à la source, qui parlait de la protection du milieu marin dans l'archipel des Pescadores. On reste dans la pêche, oui. On fait la transition fruits de mer, voilà. Pêche, Pescadores. Et il avait une question par rapport au cinéma. Il demandait si des films taïwanais avaient été sélectionnés pour le festival de Cannes cette année. Poisson d'avril. Non, par contre, je vois pas trop le lien entre les deux. Cannes est aussi au bord de la mer, mais je pense que ça doit être une question séparée de sa réaction à l'émission. Voilà. Et alors, la réponse est non. Il n'y a pas de film sélectionné cette année. Par contre, pour le marché du film, qui est la plateforme commerciale du Festival de Cannes, qui est pour les professionnels, il y a bien sûr des films taïwanais. Il y en a 65 films au total pour ce marché du film. Et il y a des longs films, par exemple un long métrage de Zhang Zuoqi sur une famille taïwanaise dont le père est un ancien militaire qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi un autre film d'1h30 qui s'appelle Heavy Craving de 2019 qui parle du rapport avec le corps, la nourriture, l'obésité et le regard de la société, et aussi la passion pour la cuisine. Il y a aussi des documentaires avec Adze, qui est un film qui parle des épouses vietnamiennes qui viennent souvent pour épouser des hommes taïwanais et souvent pour venir en aide financièrement à leur famille qui reste au Vietnam. Donc ça parle de ce mariage qui est un peu compliqué entre donc une épouse vietnamienne et un mari taïwanais qui est handicapé et qui s'est aussi marié un peu avec la pression familiale. Aussi pour avoir quelqu'un qui s'occupe de lui, en fait, c'est à mi-chemin entre l'aide à domicile et le mariage. Voilà, il y a aussi un autre documentaire qui s'appelle The Way Home de Elaine Wei, qui est aussi un documentaire de 2019 sur la chef d'une tribu aborigène qui hérite donc de sa position et qui ne parle pas la langue de sa communauté. Donc il y a un peu de tout. Il y a aussi des films d'animation, il y en a 3, avec notamment un film d'horreur qui s'appelle Night Bus, où il y a une femme qui est attaquée par un singe qui lui arrache l'oreille. Ça a l'air assez gore. Effectivement, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment envie d'aller voir celui-là. Non, moi non plus. Il y a aussi des classiques restaurés, notamment plusieurs films de KPDP des années 60, avec des films de King Hu, par exemple Dragon Inn, qui date de 1967 et qui a été restauré en 2013, avec vraiment des belles couleurs, et qui parle d'un ministre de la Défense, Hu Tien, qui a été, sous la dynastie des Ming, qui a été exécuté par l'eunuque en chef de l'empereur. Et donc ça parle de son fils qui s'enfuit, qui part en exil et qui est menacé par un assassin. Enfin voilà, pas mal de batailles, des trucs toujours très théâtraux. Est-ce qu'il y a aussi The City of Sadness parmi les films Non. Là, il y a aussi par contre A Touch of Zen, c'est un autre film un peu dans ce genre-là. Et sinon, il y a un film un petit peu différent, un film en noir et blanc de Pan Lei qui s'appelle Typhoon 1962 et qui a été restauré en 2018, qui parle d'une jeune femme qui part à la recherche de sa mère biologique à Kaohsiung. D'accord. Voilà. Donc il y a un peu de tout. Et il y a aussi plusieurs autres films dans une autre catégorie qui s'appelle Projet. Et notamment un film dont j'avais parlé dans un décryptage qui s'appelle Green Gel. C'est un documentaire de 2021 et qui a mis 7 ans à être filmé, qui parle des descendants des immigrants taïwanais qui ont travaillé dans la mine de charbon de l'île de Iliomote à Okinawa, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.
et donc pendant que Formose était encore occupé par le Japon. Et pendant cette période, il y a des centaines de mineurs taïwanais qui ont été recrutés par le père de cette grand-mère Ashima, qui raconte donc ses souvenirs de son père adoptif, dont on ne sait pas trop s'il est plutôt du côté des oppresseurs ou plutôt du côté des victimes, puisqu'il a recruté beaucoup de Taïwanais pour venir dans cet endroit qui était vraiment un enfer, en fait. Mais, et en fait, quelques Taïwanais sont restés, et elle est restée. Donc elle a continué sa vie. C'est une des dernières. Oui, voilà. Ouais. Donc la famille est restée là-bas. Et donc c'était un film vraiment très bien que je vous invite à aller voir si vous pouvez. Et c'est un film de Hwang In-yu qui fait plus d'une heure 30. Donc voilà, il y a pas mal de films quand même, mais voilà, pas forcément pas dans la sélection officielle de Cannes cette année en tout cas. Moins prestigieux. On croise les doigts pour l'année prochaine. Voilà. Et qui c'est qui nous a écrit encore Ici, j'ai encore un mail de Philippe Marsan, donc, qui nous écrit depuis Biganos, et qui réagit justement au fait que la radio fête ses 95 ans. Et donc, il dit qu'en France, c'était en 1923 que la radio, notamment à Paris, a vraiment commencé des émissions régulières. Donc, c'était des ondes longues et ondes moyennes qui étaient employées pour la diffusion des programmes. Et les ondes courtes étaient proposées surtout pour les radios amateurs. Donc, ils se faisaient surtout en morse et en télégraphie. Waouh. Ça nous ramène vraiment à une autre époque. Ah ouais, là, c'est sûr. Et c'est fou. Il explique justement qu'en 1928, donc l'année où RTI a été fondée, eh bien, un amateur de radio qui s'appelle Pierre Tu vas y arriver. Voilà, avec mes excuses, a réussi à réaliser une transmission en ondes courtes entre la ville d'Arcachon en France et l'État du New Jersey aux États-Unis. D'accord. Et donc, c'était prouvé que les ondes courtes pouvaient traverser les océans et les continents. Et il demande à partir de quand est-ce que la radio chinoise a utilisé les ondes courtes. Donc, la radio chinoise. La radio en Chine, puisque RTI était basée en Chine aussi. Alors, par rapport au type d'ondes utilisées, j'ai eu du mal à trouver les informations exactes. Par contre, j'ai trouvé qu'une radio qui s'appelle donc en anglais Radio Corporation of China, en chinois Zhongguo Wu Xiandian Gongsi, était la première station de radio en Chine et elle a été fondée aussi en 1923, donc comme à Paris, comme en France. Et elle a été fondée par un néo-zélandais, Ernest George Howard Hobson, qui était donc pas une station dirigée par des citoyens chinois et qui a été justement fermée à cause de ça par les seigneurs de la guerre avant 1927, parce qu'à cette époque en Chine, c'était donc après l'installation de la République de Chine, et il y avait des généraux qui se bataillaient, qui pouvaient donc avoir le contrôle militaire de certaines régions, mais c'était assez peu unifié. Et donc, à ce moment-là, justement, cette radio-là a été fermée dans ce contexte assez chaotique en Chine. Et puis, donc, les stations de radio sont devenues une nouvelle méthode de communication. Et la première station de radio opérée par la Chine était établie à Harbin, donc dans le nord de la Chine, en Mandchourie. Et a commencé à opérer en octobre 1926. Et ensuite, une station de radio privée a été établie à Shanghai en mars 1927. Et donc l'année suivante, c'était l'établissement de RTI, qui ne s'appelait pas encore RTI à ce moment-là, mais voilà, c'était l'ancêtre de notre radio. Donc, d'accord. Qui a été établi en... Merci pour cette, en 28. Cette présentation historique qui régalera les fans d'ondes courtes, je suis sûre. Voilà, je suis désolée de ne pas avoir trouvé plus de précisions sur la longueur des ondes, si c'était des ondes longues, des ondes moyennes ou des ondes courtes. Il faudra faire plus de recherches. Et enfin, on a une question de Paul Jamet qui se demandait
quelle était la situation à Taïwan, ou plus précisément dans le détroit de Taïwan. Il notait que l'Union européenne appelait les États membres à aller patrouiller dans le détroit. Et il nous dit donc, entre nous, je me demande bien qui va suivre cette recommandation. Comment cela est-il perçu par vos autorités? Alors, question un peu délicate, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est surtout les États-Unis, la marine américaine, la 7e flotte, qui fait des passages réguliers, environ une fois par mois, même plus, je dirais, maintenant, dans le détroit de Taïwan. La France a aussi fait un passage ce mois-ci. Oui, c'était quel bateau déjà? C'était une frégate, je crois. Laisse-moi te dire ça. La frégate Prairial, qui a transité dans le détroit. Donc c'était pour se rendre en mer de Chine orientale dans le cadre d'une mission pour documenter les violations des sanctions internationales infligées à la Corée du Nord. Et donc ça a eu lieu pendant que le président Emmanuel Macron était en visite à Pékin, voilà, avec Ursula von der Leyen. Et c'est vrai que c'est plutôt rare de voir des bateaux français qui passent dans le détroit de Taïwan. Et ça a été annoncé qu'après. Après les propos de Emmanuel Macron, qui ont fait polémique, et aussi après donc, les exercices chinois. Ça a été annoncé après ça, en fait. Alors qu'en fait, la France a une présence militaire en Asie du Sud-Est et en Océanie de par les départements d'outre-mer et certaines l'ancienne colonie, en fait, qui se retrouvent dans cette zone-là. Donc, c'est assez normal que la France soit préoccupée d'une certaine façon par ce qui se passe autour de la Chine ou en mer, de Chine méridionale. Je veux dire, les bateaux français militaires sont déjà assez proches. Donc c'était un passage qui a eu lieu entre le 9 et le 10 avril, plus exactement. Et pour ce qui était du passage du navire américain, c'était le Milius. En fait, ce qui se passe en général, c'est que il y a un passage, on l'apprend après, pas longtemps après. Les États-Unis confirment et disent que c'est un passage de routine, un passage à travers des eaux qui sont internationales, qui sont gouvernées par le principe de la liberté de navigation en haute mer, en accord avec le droit international. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes déclarations. Il va aussi y avoir une déclaration où la marine américaine dit que voilà, c'est un passage qui témoigne de l'engagement américain pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. Et il va aussi y avoir une réaction taïwanaise, comme c'était le cas pendant ce passage-là en avril, où le ministère de la Défense taïwanais confirme le passage et dit que voilà, l'armée taïwanaise maîtrise la situation complètement et que le navire américain est passé de tel point à tel point, dans telle direction, et voilà, tout est normal. Et voilà, en principe, ça se passe comme ça. Et même si le gouvernement taïwanais tend à avoir une position, on va dire, assez neutre, en réalité, le gouvernement taïwanais apprécie beaucoup ce genre de passage parce qu'il voit ces passages-là comme des signes de soutien. Et c'est aussi pour ça, sans doute, que le gouvernement chinois, en principe, émet des protestations pour condamner ces passages-là. Mais voilà, on arrive... Si vous souhaitez en savoir plus, peut-être écoutez aussi les émissions au micro de RTI où Antoine Bondaz est interviewé par Valentin Floquet, qui sont en train de sortir. Il y en a eu déjà une ce jeudi et il y aura probablement la suite la semaine prochaine. Donc je vous invite à suivre ces émissions. Voilà. Et on vous dit déjà à bientôt parce qu'on arrive à la fin de ce courrier. Merci à Paul Jamet, merci à tous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain courrier des auditeurs.